Bonjour, mon nom est Marie-Pierre Gagnon, je suis stagiaire à la maîtrise en psychoéducation et dans le cadre de mon projet d'action, je vais vous faire une capsule informative à propos du lien de confiance. À travers la capsule informative, vous pourrez en apprendre davantage sur l'alliance thérapeutique et ses composantes. Vous prendrez connaissance de l'importance du lien de confiance, des considérations liées à la clientèle présente dans les ressources intermédiaires, du lien à travers les activités, ainsi que du lien à travers les interventions du quotidien. Nous allons maintenant aborder l'alliance thérapeutique. Il n'existe pas de définition universelle pour ce qui est de l'alliance thérapeutique. Toutefois, une panoplie de définitions sont disponibles. À sa plus simple expression, on peut qualifier l'alliance thérapeutique de concept qui réfère au travail de collaboration. En prenant en considération les lectures que j'ai pu faire sur le sujet, j'en suis venue à une définition que je souhaite vous partager. L'alliance thérapeutique peut être définie comme le lien émotionnel et l'engagement mutuel du client et du thérapeute qui prend place dans une démarche commune et un processus de collaboration permettant d'accéder au changement. Néanmoins, la plupart des définitions disponibles dans la littérature s'entendent au sujet de trois termes. La relation de collaboration, le lien affectif unissant le thérapeute et son client, et la capacité à s'accorder sur les objectifs et tâches de chacun dans la démarche. Nous allons maintenant faire le survol des impacts positifs qu'aura l'alliance thérapeutique lorsqu'elle est bien mise en place. D'abord, une bonne alliance thérapeutique sera prédicteur du succès d'une démarche. En effet, plus de 1000 travaux de recherche supportent statistiquement que l'alliance thérapeutique constitue un des indices les plus importants afin de prédire le succès et la réussite d'une démarche de changement, d'une intervention ou encore d'une thérapie. Les indicateurs nous permettant de le dire sont l'amélioration de l'estime de soi, du bien-être subjectif et de la qualité de vie du client. Par ailleurs, une alliance thérapeutique positive amènera chez l'usager un meilleur fonctionnement global, permettra de modérer voire même diminuer ses symptômes d'ordre psychotique et de diminuer la dépression. Avec une bonne alliance thérapeutique, il est également plus facile pour le client de mieux comprendre sa maladie et les modalités qui y sont associées. Par ailleurs, l'alliance thérapeutique constituerait le catalyseur par lequel s'unissent le thérapeute et le client afin de produire un contexte dans lequel les tâches thérapeutiques peuvent favoriser le changement. En d'autres mots, le fait d'avoir une bonne alliance thérapeutique permettra de mettre les assises qui feront en sorte que l'intervention pourra être efficace et amener un réel changement chez l'usager. Tel que mentionné précédemment lors de la définition de l'alliance thérapeutique, trois thèmes sont récurrents. C'est Edward S. Bourdin, en 1979, qui est le premier à décrire et clarifier ces trois dimensions, qui sont le lien, les objectifs et les tâches. Ces trois dimensions s'entremêlent et s'interinfluencent continuellement tout au long du processus pour former la qualité de l'alliance thérapeutique. Afin que cette dimension puisse interagir de façon harmonieuse, un élément central et primordial est la collaboration entre l'intervenant et le client. Nous verrons, dans les prochaines diapositives, les particularités de chacune de ces dimensions. La première dimension à laquelle nous allons nous attarder sont les objectifs. Cette dimension réfère à l'entente et à la compréhension commune liée aux objectifs et à la démarche qui est visée, qui existe entre l'intervenant et le client. Sans cet accord, il ne serait pas possible d'arriver au changement souhaité. Pour ce faire, il faut d'abord que l'intervenant et le client soient en mesure de déterminer conjointement la problématique pour ensuite se mettre d'accord sur les objectifs qui seront à atteindre et la démarche à mettre en place pour y parvenir. La seconde dimension de l'alliance thérapeutique réfère aux tâches. Ce sont les rôles et responsabilités qui seront assumés par l'intervenant et le client afin d'atteindre les objectifs fixés. Il est primordial d'identifier de façon commune quelles sont les tâches à réaliser pour atteindre les objectifs et ensuite clarifier à qui appartiennent ces tâches entre l'intervenant et le client. Par ailleurs, Bourdin spécifie que les tâches à réaliser doivent être décrites de façon très concrète pour permettre d'éliminer toute zone grise qui pourrait être présente chez le client. Cela nous permettra de s'assurer qu'il comprend le processus qui sera mis en place.
C'est d'autant plus vrai dans le contexte d'intervention auquel vous êtes confronté dans les ressources intermédiaires. En effet, de par leur diagnostic, certains clients peuvent être limités dans leur compréhension des concepts plus abstraits. Une bonne façon de s'assurer de la clarté des tâches est de questionner directement le client et de déterminer avec lui quels seront les moyens à prendre afin de mettre en action ces tâches. Les deux dimensions dont nous venons de discuter, soit l'entente sur les objectifs ainsi que l'entente sur les rôles et les tâches de chacun, font partie de ce que l'on peut appeler consensus sur la stratégie de travail. En effet, cela réfère à la concordance entre la vision de l'intervenant et du client en ce qui a trait à la façon de procéder et à l'effort commun qui doit être réalisé pour atteindre les objectifs fixés. Finalement, si les deux autres dimensions étaient liées de par leur stratégie de travail, la dernière dimension, qui est le lien, est quant à elle la base sur laquelle repose l'accomplissement des tâches et de la réalisation des objectifs fixés. En effet, le lien fait référence à la qualité affective qui est présente dans la relation entre l'intervenant et l'usager. C'est ce lien qui rendra possible les changements qui sont visés. Il serait donc possible de dire que le lien peut être qualifié de pilier pour les deux autres dimensions. Il ne faut pas oublier que l'intervenant est une personne significative pour l'usager. Puisque les changements reposent sur leur lien, on peut donc dire que l'alliance thérapeutique serait difficilement possible sans un minimum de confiance, d'acceptation et de respect mutuel entre l'intervenant et le client. Par exemple, un bon lien permettra de faciliter les échanges pour déterminer les objectifs ou encore les tâches à accomplir. Le client sera ainsi plus facilement porté à exprimer son désaccord ou ses questions, et à l'inverse, l'intervenant sera plus à l'aise de proposer les tâches à accomplir. Plusieurs facteurs sont connus comme influençant la qualité du lien entre l'intervenant et le client. D'abord, pour ce qui est de l'intervenant, les caractéristiques qui agissent le plus positivement dans le développement du lien de confiance sont principalement liées à ses compétences et à ses attitudes. On parle ici de la capacité à établir une relation égalitaire avec le client, à lui offrir un sentiment de sécurité, à faire preuve de respect, de chaleur et de fiabilité, à avoir un bon niveau d'adaptation, à démontrer de la tolérance et de la bienveillance envers le client. Il a aussi été constaté que l'utilisation de différentes techniques d'intervention, par exemple l'écoute empathique, l'exploration et l'incitation à l'expression des émotions, ont une forte influence sur la construction d'un lien de confiance qui est de bonne qualité. Des caractéristiques concernent également les clients. Par exemple, des aspects tels que l'âge du client, son éducation, sa capacité à faire confiance, son niveau d'hostilité ou encore son appartenance à une minorité ethnique représentent des facteurs pouvant influencer le processus de développement du lien de confiance, et ce, particulièrement au niveau de la tâche. Il en va de même pour les attentes relationnelles, l'espérance au sujet de l'intervention, la qualité de ses relations interpersonnelles, sa capacité à s'attacher aux autres et à s'engager personnellement dans une intervention, à y participer, de même qu'au degré de motivation, auront une influence sur la qualité du lien à développer avec l'intervenant et le client. Par ailleurs, il semblerait que les femmes soient portées davantage à former un lien plus solide que les hommes. Il arrive que des bris surviennent dans l'alliance thérapeutique entre le client et l'usager. C'est ce que l'on qualifie de rupture du lien. Toutefois, le fait d'avoir un bris dans la relation n'est pas garant d'un échec. Au contraire, des études ont démontré que les relations dans lesquelles il y a eu un ou plusieurs bris, pour lesquelles l'alliance a connu une restauration, ont un lien plus fort que celles pour lesquelles il n'y a pas eu de bris. D'abord, certains indices peuvent nous permettre d'identifier lorsqu'il y aura un bris. En effet, le client peut se mettre à ressentir de l'anxiété face au bris de lien, ce qui peut l'amener à adopter des méthodes d'évitement. Par exemple, le client peut se mettre à sauter du coq à l'âne dans la rencontre ou encore ignorer les propositions et les reflets qui lui sont faits. De façon encore plus concrète et forte, le client peut refuser de nous rencontrer. Par ailleurs, il peut arriver que le client fasse preuve d'auto-justification. Cela se traduit par le fait que le client perd confiance en soi, en lien avec la rupture probable de l'alliance,
ce qui fait en sorte qu'il va tenter de se justifier et de se défendre afin de regagner cette confiance en soi. Cela peut paraître en lien avec le fait que le client va tenter de bonifier ses actions et réalisations afin de les faire paraître plus importantes aux yeux de l'intervenant. De plus, il peut arriver que le client dise de façon très claire qu'il a des insatisfactions et qu'il ne s'entend pas bien avec l'intervenant, voire qu'il ne l'aime pas. C'est la présence d'un sentiment négatif explicite. Il faut faire attention toutefois, car certaines clientèles sera portées à le faire, mais ce ne sera pas nécessairement lié au bris du lien, mais plutôt au diagnostic. Par exemple, des clients avec un trouble de personnalité limite. Il faut donc savoir discerner lorsque cela témoigne d'un bris de relation, plutôt qu'un symptôme d'une maladie. Si, dans le point précédent, il y avait un sentiment négatif explicite, dans celui-ci, c'est indirect. Le client peut adopter des comportements qui sont passifs-agressifs, faire part de sarcasme ou encore adopter une posture et un non-verbal inadéquat. Par ailleurs, il peut arriver que le client ait une absence de réponse à l'intervention, c'est-à-dire que le client ne met pas en place ce qu'il lui a proposé. Dans le même ordre d'idée, il peut arriver que le client rejette incessamment les objectifs qui lui sont proposés. Cela voudrait dire que le client est en désaccord. Toutefois, tel que vu précédemment, il est primordial pour l'alliance thérapeutique qu'une bonne collaboration ait lieu en lien avec les objectifs et qu'il soit choisi d'un commun accord pour favoriser l'implication du client dans le processus de changement. Finalement, il arrive que le client fasse preuve de complaisance. C'est dans le même ordre d'idée que l'évitement. Toutefois, cela s'exprime par le fait que le client n'est pas réellement ouvert aux propositions et qu'il se contente d'être en accord. En réalité, il ne l'est pas. Il manque donc d'ouverture et de confiance dans la relation. Pour entamer la restauration de l'alliance, il sera nécessaire d'avoir un échange avec le client quant à la relation. C'est donc à l'intervenant que revient la responsabilité d'animer cette discussion. 5 principes clés ont été décrits par Safran et ses collaborateurs afin de rétablir le lien de confiance et l'alliance thérapeutique. D'abord, il importe de faire attention aux signaux de rupture de l'alliance présentés précédemment, puisque le client, lui, ne sera pas porté à en parler directement à l'intervenant. Ce dernier doit donc être alerte face aux signaux et aux indices pour remarquer le bris de l'alliance qui peut survenir. Par ailleurs, l'intervenant doit être conscient de ses propres sentiments à l'égard de la relation. Ceux-ci lui donneront de bons indices et de bonnes informations pour échanger avec le client et faire avancer la relation. L'intervenant pourra également, de cette façon, limiter le contre-transfert possible. De plus, il faut accepter ses responsabilités et reconnaître son rôle dans la relation. Ce point est un des plus importants afin de résoudre le bris de l'alliance. Ne pas remettre la faute sur le client et parler de son bris au lieu de notre bris de relation aura pour effet d'amener une dynamique de confrontation et non de collaboration dans l'échange. En collaborant, toutefois, il sera possible de développer un meilleur sentiment de confiance et amorcer la restauration de l'alliance en commençant par le lien de confiance qui est le pilier dans l'alliance thérapeutique. Il faut également que l'intervenant fasse preuve d'écoute empathique et qu'il soit sensible au vécu du client dans la relation. Il faut normaliser les émotions qu'il aura vécues et se faire empathique face à la façon dont le client a vécu le bris dans la relation. C'est une expérience qui peut avoir été vécue différemment pour le client et l'intervenant. De cette façon, le client se sentira compris et pourra plus facilement nommer ce dont il a vécu. Cela pourra permettre la transition vers une relation de collaboration et rétablir le lien. Finalement, il est vital de prendre une position d'observateur participant, en ce sens que l'intervenant doit écouter réellement ce que le client lui dit et lui laisser la place pour avoir suffisamment confiance de nommer ce qu'il a à dire à l'intervenant. C'est ce qui permettra une métacommunication, c'est-à-dire de communiquer à propos des communications dans la relation et qui favorisera la compréhension de ce qui s'est produit lors du bris de relation. Cela pourra permettre ensuite de reconstruire cette relation. Certains facteurs liés à la clientèle peuvent avoir un impact sur la création de l'alliance thérapeutique. D'abord, différents symptômes associés à la schizophrénie peuvent avoir un impact direct et négatif sur la création de l'alliance. Par exemple, les idées délirantes, l'état de désorganisation du client,
son ambivalence ainsi que son négativisme peuvent prédire une faible adhésion au traitement et rendre difficile la création de l'alliance. Par ailleurs, les attentes du client ont également un impact. Cela peut sembler anodin ou évident, mais des attentes non réalistes de la part du client viendront compliquer la création de l'alliance thérapeutique. De ce fait, il est important de prendre le temps de recadrer les attentes du client dans le cas où celles-ci sont non réalistes. Elles peuvent l'être en lien avec les capacités du client ou encore en lien avec la capacité du milieu. Ce faisant, de faux espoirs ne sont pas créés chez lui, facilitant le lien de confiance et la création de l'alliance thérapeutique avec l'intervenant. Un autre facteur ayant un impact sur la création de l'alliance thérapeutique est le fait que le client internalise la stigmatisation qu'il a pu vivre en lien avec sa schizophrénie. Cela ralentira le processus de construction de l'alliance thérapeutique. Ce client, qui aura une vision négative de lui-même à cause des préjugés qu'il a vécus dans la société, sera plus réticent à recevoir des soins. Cela s'explique par le fait qu'en acceptant de recevoir des soins, cela confirme la vision négative des autres en lien avec son diagnostic et sa schizophrénie. De ce fait, tout ce qui est relié à sa maladie sera négatif. Dans le même ordre d'idées, il sera plus difficile pour un client qui a connu de mauvaises expériences auprès d'intervenants par le passé de faire preuve d'assez d'ouverture pour arriver à créer un lien de confiance. L'intervenant devra alors en prendre conscience et être sensible au passé de l'individu. Il devra donc lui laisser le temps nécessaire afin de se familiariser avec lui et de regagner confiance en l'intervention et en l'intervenant lui-même. Par ailleurs, le fait d'avoir une plus grande flexibilité cognitive viendra faciliter la création du lien de confiance. Pour un client qui est très rigide, il sera plus difficile de le faire. Des études ont montré que près de 30% des personnes atteintes de schizophrénie présentent également de l'anxiété sociale, ce qui laisse présager que non seulement ces personnes peuvent croire, par exemple, que leur monde est dangereux, peuvent se sentir persécutées ou présenter des idées délirantes, qui sont caractéristiques de leur trouble psychotique, mais avoir également de fortes craintes que les autres les jugent négativement. Cette croyance peut être liée à une mauvaise estime de soi, à un biais d'attention en faveur de stimuli menaçants, à des difficultés à reconnaître les intentions des autres et les émotions des autres. Par ailleurs, la stigmatisation qui est fréquemment vécue par les usagers et les expériences qu'ils vivent en société viennent contribuer à renforcer les croyances déjà présentes concernant le fait qu'ils n'ont pas de valeur et qu'ils ont peur du rejet. Par exemple, un individu qui a fait rire de lui ou qui se fait dire qu'il a l'air d'un fou va venir contribuer à renforcer cette idée qu'il a de lui-même, qu'il n'a pas de valeur. Ce faisant, il est d'autant plus important de normaliser les émotions ou les situations vécues par le client lorsqu'il nous en fait part, en partageant par exemple des expériences similaires. Je vous donne un exemple pour illustrer le tout. Si un client nous dit vouloir consommer de l'alcool pour oublier ce qu'il est en train de vivre, on pourrait simplement lui dire que ce n'est pas une bonne idée. Par contre, la personne pourrait se sentir persécutée ou encore croire que nous sommes en train de la juger, ce qui aurait certainement un impact négatif sur le lien. Toutefois, il est possible de lui répondre que personnellement, lorsque nous buvons, souvent nous nous sentons pire le lendemain, ou encore qu'il vaut mieux souvent appeler un ami ou interpeller quelqu'un parce que c'est ce qui nous fait sentir le mieux. Ce faisant, en utilisant le développement de soi, on permet au client de développer ses capacités de réflexion sans qu'il ait peur de notre jugement, en lui suggérant ce qui nous fait du bien à nous. Il pourra alors se projeter dans ce que nous lui suggérons et éventuellement choisir de mettre en pratique ce moyen. De plus, près de 30% des personnes vivant avec un trouble psychotique présenteront un trouble de la personnalité du groupe B, c'est-à-dire une personnalité narcissique, limite, antisociale ou histrionique. Ce sont surtout les troubles de la personnalité limite ou antisociale qui ont été documentés, puisqu'ils sont plus fréquents. Ceci repose sur les traumatismes provenant de l'enfance. Les clients ayant de tels traits de personnalité présentent des biais cognitifs qui font en sorte qu'ils ont tendance à voir le monde en noir et en blanc. Ces personnes présentent également des multiples déficits métacognitifs, dont l'incapacité à reconnaître les états mentaux des autres
et la difficulté à réguler leurs propres émotions. En intervention, il est alors important de se rappeler que lorsque l'usager se fâche ou fait preuve d'impulsivité, nous ne sommes pas la cible de cette frustration. Il faut alors se demander ce qui cause ce changement d'humeur, notamment en questionnant directement la personne pour tenter de mieux comprendre, en faisant preuve d'ouverture et sans faire preuve de jugement, ce qui causerait un refermement chez la personne et nuirait au lien de confiance. Des études menées au fil des années ont permis de mettre en lumière des facteurs qui favorisent le bien-être et qui permettent de maintenir la stabilité des gens ayant un diagnostic de schizophrénie, tout en réduisant les chances de décompensation. D'abord, les gens ayant un diagnostic de schizophrénie vivent des symptômes qui font en sorte qu'ils ont tendance à s'isoler. Par exemple, en ayant des symptômes de paranoïa ou encore une méfiance amplifiée face à leur entourage. Il faut donc éviter que ceux-ci s'isolent. Aussi, donner un sens à sa vie, c'est-à-dire se sentir utile et vivre des expériences permettant de prévenir la décompensation de l'état du client. C'est également vrai pour le mode de vie sain, pour les activités physiques, ainsi que les habitudes de sommeil. Par ailleurs, avoir des relations humaines significatives pourra permettre de limiter les impacts des symptômes psychotiques qui contribuent à l'isolement. Il est donc important de maintenir des relations solides avec un cercle d'amis, avec un intervenant ou encore avec les membres de leur famille. De plus, avoir une image de soi positive pour contrer l'effet de la stigmatisation et de son internalisation, tel que vu précédemment, permettra au client de vivre davantage de réussite. C'est aussi vrai pour l'autonomie, pour lequel il est important que le client développe un sentiment d'auto-efficacité et d'avoir l'impression qu'il a un contrôle sur sa vie. Dans cette dernière partie de la capsule, vous serez exposé à des interventions et des activités qui vous seront proposées, qui permettent de favoriser le lien de confiance et le bien-être des usagers ayant un diagnostic de schizophrénie en étant adaptés à leur réalité. Les 3 premières interventions proposées sont basées sur l'entretien motivationnel. D'abord, en faisant preuve d'empathie et d'ouverture, cela prédispose le client à l'ouverture de soi et crée un contexte favorisant un sentiment de sécurité. De plus, cela permet de diminuer le sentiment de persécution ou de jugement qui peut être vécu par le client. Également, il faut éviter les argumentations. Cela fait en sorte que l'on devient la cible du client et porteur de ses tensions, ce qui nous éloigne du but de nos interventions et qui fragilise notre lien de confiance. Ensuite, il est important de nourrir le sentiment d'auto-efficacité du client. Cela permet d'augmenter la sensation de l'usager qu'il a un contrôle sur sa vie et fait ses preuves comme favorisant l'augmentation à l'adhésion au plan d'intervention et de traitement. Il est important de s'assurer de valider la compréhension du client et de ne pas prendre pour acquis qu'il a compris parce qu'on utilisait par exemple un langage simple ou approprié. Il se peut que ce ne soit pas clair ce que l'on attend de lui ou encore ce que le client doit faire. Dans le même ordre d'idée, le client peut avoir du mal à nommer ce qu'il n'a pas compris, notamment à cause de la peur du jugement. Cela pourrait amener l'usager à être complaisant et à fragiliser le lien dans la relation, tel que vu précédemment. Par ailleurs, en encourageant les usagers à prendre part à des activités, cela viendra augmenter le sentiment de vivre des expériences positives et créer un sentiment que l'usager donne un sens à sa vie. Cela permet également de développer des relations avec les individus participant à l'activité, ce qui diminue les risques de décompensation. De plus, en encourageant l'usager à participer à des activités, celui-ci pourra augmenter son sentiment d'appartenance aux résidences qu'il côtoie dans son quotidien, ce qui permettra de maintenir une image positive de soi et de donner envie de maintenir les relations étroites avec les gens. Il est également important de ne pas avoir une attitude confrontante avec les usagers pour ne pas nourrir l'image négative qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes et ainsi augmenter l'apparition de la méfiance envers l'intervenant ou ce qu'il propose comme moyen d'intervention. Cela risquerait de nuire grandement au lien de confiance. Il faut également favoriser les renforcements positifs. Par exemple, lorsque l'usager atteint un objectif, qu'il adopte un nouveau comportement positif ou encore lorsqu'il accomplit un élément sur lequel il devait travailler.
En effet, il a été montré que le fait de reconnaître les points forts chez les individus ayant un diagnostic de schizophrénie permet d'améliorer et de maintenir leur état. Cela permet également d'augmenter la confiance en soi, qui, peu à peu, permettra de développer l'autonomie de la personne à force qu'elle vive des réussites. Par ailleurs, le fait de se sentir soutenu permettra à l'usager de vivre encore plus de réussite dans son quotidien, ce qui viendra renforcer son sentiment d'auto-efficacité et venir contrer l'effet des préjugés qu'il peut vivre, tels que nommés précédemment. En mettant en place ce type d'intervention, l'état de l'usager devrait se maintenir, voire même s'améliorer, ce qui favorisera la disponibilité de celui-ci à la construction du lien de confiance et au maintien de l'alliance thérapeutique avec l'intervenant, notamment en réduisant les impacts de ce symptôme ayant un effet négatif. D'abord, il peut être une bonne idée d'aller prendre une marche avec un résident. Tel que vu précédemment, favoriser la création d'un mode de vie sain et actif a des effets positifs sur le maintien de l'état de nos usagers. En les accompagnant lors de marches, cela vient stimuler la création de bonnes habitudes de vie, tout en faisant sentir à l'usager qu'il n'est pas seul. Du même coup, le lien de confiance avec l'intervenant sera forcément renforcé lors de cette activité. Dans le même ordre d'idées, le fait d'avoir un sentiment d'appartenance dans la communauté a un impact positif chez les usagers en permettant le maintien et le rétablissement de son état de santé mentale. Le fait d'accompagner l'usager dans une activité communautaire et de le soutenir dans sa participation permettra de créer chez l'usager un sentiment d'appartenance et lui donner une expérience qui contribuera à donner un sens à sa vie. Prendre un moment pour discuter sans avoir un but précis. Cela permet de valider comment l'usager se sent, lui faire sentir que l'on se soucie de lui. Cela permettra également de favoriser la création d'un lien de confiance et de permettre d'empêcher que le client se renferme sur lui-même. En effet, il a été montré que les gens vivant avec la schizophrénie éprouvent des symptômes qui les amènent à se replier sur eux-mêmes. Le fait de créer un lien significatif avec un intervenant permettra de minimiser grandement les impacts de ces symptômes. Le fait de participer à des activités en petits groupes aura le même effet que la participation des activités communautaires, mais avec les gens de la résidence. Cela permettra de créer un sentiment de communauté à travers cette même résidence et de permettre la création de liens plus forts, tant au niveau des usagers qu'au niveau des intervenants, qui seront positifs pour l'alliance thérapeutique. Un autre aspect favorisant le maintien de l'état mental de nos usagers est le fait de sentir qu'ils ont un sens à leur vie. Une bonne façon de contribuer à ce sentiment est le fait de se sentir utile et d'avoir l'impression d'accomplir quelque chose dans sa journée. Participer à des tâches du quotidien est donc un bon exemple pour aider à faire le balai ou encore plier des serviettes, qui seront suffisants pour créer ce sentiment chez les usagers. S'il y a une chose que je souhaiterais ajouter à la présentation d'aujourd'hui, est de ne pas oublier dans vos interventions et votre façon d'agir avec les usagers qu'il est important de prendre le temps de prendre le temps. Un simple 2 minutes, une question, comment ça va, prendre le temps d'écouter l'autre et de s'assurer de bien répondre à ces questions pour faire en sorte de faire grandir la relation de confiance entre vous deux et au final faciliter les interventions. Merci beaucoup de votre écoute et j'espère que la capsule informative a été pertinente. Bonne fin de journée!